bon, sinon, on commence quand même. Ils vont nous les renvoyer, Agathe, parce que… Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez Oui, allumer votre caméra, s'il vous plaît, si c'est possible pour vous? On va faire juste un petit atelier ludique pour commencer, pour un peu pour qu'on puisse vous présenter les différentes causes qu'on défend. Et donc pour ça, j'ai besoin que vous allumiez votre écran, s'il vous plaît, enfin votre caméra. Si c'est pas possible pour vous, vous pourrez écrire dans le chat sans problème. C'est juste que c'est plus sympa si vous pouvez l'allumer et si ça vous dérange pas. C'est pour savoir si les gens sont encore là ou pas. Euh, Trop bien. Et sinon, pour ceux qui ne peuvent pas simplement écrire les réponses dans le chat. Donc, en fait, pour présenter un peu, donc moi, c'est Agathe et je travaille pour l'Attitude. Et donc, on œuvre pour différentes causes et qu'on va vous présenter un peu. La première cause, je demandais à ceux qui se considèrent comme hommes d'éteindre leur caméra et ceux qui se considèrent comme femmes de garder vos caméras. Et simplement d'écrire dans le chat sinon. Définissent comme hommes, éteindre les caméras. Et ok, très bien. Du coup, c'est pour vous parler d'un chiffre, en fait, dans le numérique, dans le secteur du numérique, on a simplement que 30% de femmes. Et si on regarde les métiers plus techniques comme développeuse, on a moins de 16%, ce qui est quand même assez peu. Et donc, c'est une des causes qu'on appelle une tech plus diverse, de pouvoir parler de ces enjeux de parité homme-femme et notamment tous les stéréotypes de genre qui peuvent du coup pousser des enfants à ne pas faire ce métier. Et donc, du coup, on parle de cet enjeu-là. Pour le deuxième, je vais vous demander du coup de prendre votre téléphone portable et de regarder votre temps d'écran, donc du temps que vous passez par jour sur les écrans, enfin sur votre téléphone portable. Si vous avez un iPhone, vous pouvez tout simplement aller à gauche sur temps d'écran. Quand vous allez vers la gauche, vous avez votre temps d'écran. Et si vous avez un Android, c'est souvent dans bien-être numérique et contrôle parental. Vous avez peut-être le temps que vous passez par jour sur sur votre. et et si vous ne trouvez pas de panique, vous pouvez aussi renseigner ce que vous estimez être la donnée juste sur le temps que vous passez, sur votre téléphone, sur une journée. Si vous l'avez, si c'est bon pour vous, on va faire du coup, en bas, vous avez, il me semble, des réactions. Vous pouvez mettre du coup soit le pouce en l'air. Du coup, si vous passez entre 0 et 1 heure, vous pouvez mettre la main qui applaudit. Si vous passez entre 1 heure, entre du coup 0 et 1 heure, 1 heure et 2 heures, vous pouvez mettre le pouce levé. Si c'est entre 2 heures et 3 heures, la joie, celui qui rigole. Hop. Est-ce que vous voyez les réactions en bas? Ou sinon, vous pouvez tout simplement écrire dans le chat. Oui, hein, dans le chat. Ok. Et hop, dans le chat, sinon, hop, juste 5 heures, 2 heures, 1h30, 3h27. Hop, trop bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parfait. C'est pas grave si vous pouvez juste estimer combien de temps c'est. 3. Et du coup, c'est juste, c'est pour parler du coup du temps d'écran et notamment de ce qu'on appelle la tech plus respectueuse de l'humain. Et du coup, de parler du temps d'écran et de l'impact que ça peut avoir sur la santé et sur d'autres choses. Et pour vous dire un peu, un adolescent, du coup, entre 12 et 17 ans, passe en moyenne 4h11 sur les écrans et un adulte passe 3 heures en dehors du temps de travail. Et ça a notamment de nombreuses répercussions. Et c'est pour ça qu'on évoque cette cause-là. Ensuite, du coup, on va vous parler d'une autre cause. Et pour ça, du coup, vous n'avez pas votre caméra, je vais vous demander de mettre 2 chiffres dans le chat. Le premier chiffre, ça va être le temps combien de fois vous avez changé de téléphone portable ces 5 dernières années. Donc, combien de téléphones portables différents vous avez eu ces 5 dernières années. Et le deuxième chiffre, c'est le nombre d'ordinateurs que vous avez eu ces 5 dernières années. Si vous pouvez simplement mettre dans le chat. 2 et 1, même ordi depuis 8 ans, ok. 2 et 1. 3, 3, ok. Parfait. 1, 1, ok. On est, hop. Et donc là, ça, c'est du coup une cause qu'on appelle la cause de la sobriété.
tout simplement parce que le numérique pollue énormément et si je peux vous donner un chiffre, c'est que pour construire un smartphone de 200 grammes, il faut 200 kilos de matières premières et c'est 70 matériaux différents. Du coup, c'est pour ça que changer de téléphone portable a un impact évidemment. Et c'est pour ça qu'on évoque un peu ces sujets-là de sobriété. Et pour vous donner un autre chiffre, le numérique, c'est responsable de 4 des émissions de gaz à effet de serre. C'est à peu près comme l'aviation civile. Et donc voilà, c'est des petites causes. Donc on vous a parlé de 3 des 5 causes, mais de toute façon, Tom va rentrer en détail sur les différentes causes qu'on défend. Je vais partager mon écran. Hop. Tac. Et voilà. Merci Agathe. Aujourd'hui, donc, l'objectif de cet atelier, c'est de vous parler d'un programme qu'on a lancé cette année chez Latitude qui s'appelle Future of Tech. C'est un programme qui s'adresse aux collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes pour les sensibiliser au métier de la tech et aux enjeux dont parlait Agathe juste avant. Peut-être avant de vous parler donc, plus précisément de cet atelier, on voulait vous dire un petit peu qui on est chez Latitude et ce qu'on fait. Chez Latitude, on est une association, loi 1901, on s'est créé il y a 5 ans maintenant. On est une association d'intérêt général. C'est intéressant peut-être vous repartager le pourquoi de cette création d'association. Elle est née par 3 cofondateurs amis issus de la même promo d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Centrale Supélec, qui, à la fin de leur cursus d'école d'ingénieurs, n'ont pas forcément apprécié de ne pas du tout avoir parlé d'intérêt général, alors que c'était ce qui les faisait vibrer. Et donc, ils ont créé Latitude avec le premier programme qui est toujours, il existe toujours, aller chercher des projets associatifs qui ont des besoins numériques et en faire les projets pédagogiques des écoles d'ingénieurs. Ça a bien grandi, Latitude. Aujourd'hui, on forme et on sensibilise plus de 7000 étudiants, étudiantes, à la fois sur des écoles d'ingénieurs, mais aussi des écoles de design, des écoles de commerce aussi, même si c'est plus difficile à toucher ce type d'établissement, et aussi des universités. On a des programmes d'engagement derrière qui sont rendus possibles partout en France parce qu'on anime et on fédère une communauté de 3500 acteurs et actrices de la tech, parfois des experts expérimentés sur le sujet, qui s'engagent bénévolement à nos côtés pour mener ces programmes et nous aider à avoir un impact systémique sur cette problématique. C'est intéressant de rappeler que ce besoin, il est possible parce qu'on a cette communauté. Aujourd'hui, Latitude, c'est une équipe de taille modeste. On est 18 au sein de l'association. On est basé à Paris, mais comme je disais, on a des programmes qui nous permettent d'avoir de l'impact partout en France. Et si on a une dizaine de grands programmes aujourd'hui, si je devais résumer notre objectif, c'est d'aider les acteurs et les actrices de la tech à prendre conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir auprès d'une tech d'intérêt général pour répondre à des défis sociaux environnementaux, à quel point la tech est un levier sur ces défis-là, mais être conscient aussi de toutes les externalités négatives que peut avoir la tech sur plein d'aspects. Agathe en parlait tout à l'heure. Et quelles solutions il y a aussi pour ne pas être en réaction ou en tout cas subir ces externalités négatives. C'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, la tech chez Latitude, on la présente sous 2 aspects. On parle de tech engagée. Engagée, c'est justement ce lien qu'il peut y avoir avec l'intérêt général, avec de l'utilité, si je devrais encore plus simplifier, faire en sorte d'avoir une tech utile pour répondre aux défis sociaux environnementaux. Et les externalités dont je vous parlais, on la présente comme tech responsable. Du coup, on essaie de sensibiliser et de créer un mouvement autour d'une tech engagée et responsable.
Tout à l'heure, Agathe a essayé de vous faire prendre conscience via une mise en mouvement de certaines causes qui sont les piliers en fait de ce qu'on propose dans nos programmes. Alors plus engagés, j'en ai parlé, mais sinon on a 5 causes vraiment propres qui sont clés dans ce qu'on propose. Une tech plus respectueuse de l'humain. Ça, je pense que ça vous parle. C'est comment on ne devient pas esclave de cette technologie, notamment en termes de réseaux sociaux qui nous font rentrer dans des comportements complètement addictifs où on peut passer des heures sans se rendre compte qu'on s'est fait happer par des fils d'informations ou des fils de photos ou de vidéos. Euh, une tech plus sobre, comment la tech a un impact sur notre planète, comment on peut résoudre ces problèmes, comment on peut en tout cas minimiser cet impact-là, éveiller les consciences sur le fait que à chaque niveau, il y a des actions à mener. Une tech plus diverse, ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Comment, en fait, la multiplication, des profils, des genres, des expériences, des cultures, nous amène à avoir une tech, éthique et surtout une tech, qui est pas à l'abri, mais plus à l'abri des différents biais qu'on peut avoir que quand on a des équipes qui sont constituées uniquement d'un profil en tout point identique. Là, il y avait un chiffre qu'on sort régulièrement aussi. Je ne sais pas si vous avez conscience. En fait, Wikipédia, je pense que tout le monde connaît Wikipédia. A priori, personne n'a trop de mal à dire de Wikipédia. Et pourtant, il y a quand même un chiffre intéressant, c'est que parmi les contributeurs et contributrices de Wikipédia, il y a 9% qui sont des femmes aujourd'hui. Donc, ça veut dire, en fait, le calcul inverse, 91% de contributeurs Wikipédia. Est-ce que ça, c'est pas un problème? On ne dit pas que ça en est un forcément, mais on dit que c'est quelque chose sur lequel il faut être très attentif pour éviter justement des biais qui sont parfois difficiles à régler. La tech, on est aussi conscient du fait que ça peut accentuer des fractures numériques pour ceux et celles qui sont en situation de handicap visuel, auditif, moteur et autres. Et donc, comment on en prend conscience? Quelles solutions il y a pour faire en sorte que ça soit le plus inclusif possible? Et on parle aussi d'une tech plus citoyenne. Là, c'est respect des textes légaux, mais aussi respect de la vie privée, des données qui sont les siennes, et donc comment on est attentif à tout ça et tous les risques qu'il peut y avoir par rapport à ça. N'hésitez pas si vous avez des questions hein, dans le chat au fur et à mesure. On aura un temps à la fin aussi pour revoir et poser toutes ces questions. Avant d'aborder le programme Future of Tech, qui est vraiment le cœur de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, on voulait juste faire un focus sur 3 autres programmes qui sont aujourd'hui opérés chez Latitude et vous montrer la diversité de ce qu'on peut proposer. On a par exemple le Tech for Good Tour où avec l'aide de la communauté, vous allez voir, c'est souvent le cas, on fait un vrai tour de France où on s'arrête dans des villes-étapes pour sensibiliser, former les acteurs et actrices de la tech au niveau local, mais surtout créer une vraie ligne événementielle où on peut partager les initiatives de la Tech for Good qui ont changé des choses durablement au niveau social ou environnemental dans la région. On a un lien fort aussi ici avec des collectivités notamment. On a déjà mené par exemple des forums de recrutement pour des entreprises qui ont envie de recruter des profils plus engagés, qui leur permettront aussi de changer des choses au sein de leur entreprise. Donc voilà, on les accompagne sur ce type de programme-là. On a un programme qui est très différent, qui s'appelle Une heure pour changer le monde, où là, on récupère des besoins d'associations en lien avec le numérique. Et par rapport à notre communauté, on fait un match en fonction du besoin et des compétences qu'on a dans la communauté. On organise des visios d'une heure pour permettre à ces associations de bénéficier gratuitement de conseils d'une personne externe à leur projet, qui sont experts de la thématique et leur permettent de pouvoir grandir plus rapidement et d'éviter de se tromper, alors que bah voilà, les budgets dans le monde associatif est parfois limité ou c'est aussi plus compliqué pour eux.
Tech for Good Explorers, là aussi, j'en ai parlé, c'est le fait d'aller chercher des projets associatifs et en faire des projets pédagogiques pour le monde de l'enseignement supérieur et du secondaire, mais c'est surtout supérieur là-dessus, et planter la graine chez eux du fait qu'ils vont avoir, eux et elles aussi, des responsabilités futures sur tous ces défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc, Future of Tech, c'est le dernier né qui sort cette année, où pour la première fois, on va à la rencontre des élèves de collège et de lycée pour les sensibiliser à la Tech for Good et au métier du numérique. On va vous en dire davantage juste après. Est-ce que sur l'attitude, il y avait des questions? N'hésitez surtout pas si vous en avez. Sinon, je peux enchaîner sur le programme Future of Tech. Le programme Future of Tech, il est né donc cette année avec aussi quelque chose qui était dans nos têtes depuis un moment. On sensibilise, on forme des étudiants du supérieur, notamment les écoles d'ingénieurs, et on s'aperçoit que cette partie sensibilisation n'a quasiment jamais été faite avant l'entrée dans le supérieur et le fait de pouvoir participer à nos programmes, alors qu'une bonne partie de ce qu'on dispense, notamment dans nos ateliers d'initiation, pourrait être évoqué dans les collèges, dans les lycées, et planter dès ce moment-là la graine de ces solutions qui existent et de tous ces dangers dont il faut avoir conscience. Le programme Future of Tech, si je le résume, c'est un atelier de 2 heures, 1h30 ou 2 heures, on peut s'adapter. Et l'objectif de cet atelier qui a lieu en classe, c'est de faire découvrir aux élèves les métiers du numérique en lien avec la création d'une application mobile. Quelles sont les différentes étapes de la création? Quels métiers interviennent? Et essayer de leur faire comprendre quelles sont les spécificités de ces métiers-là. À chaque étape de la conception de cette application qu'on va créer ensemble, l'idée, c'est de faire un focus sur une des causes qu'on a évoquées avec Agathe, avec des éléments qui parlent a priori aux jeunes, que ce soit l'addiction aux écrans, la cybercriminalité, la diversité dans la tech derrière, ou mettre en lien aussi des perspectives en lien avec l'orientation. Si je mets juste quelques chiffres au niveau de l'ambition de Future of Tech, c'est un programme qui, pour les établissements, est totalement gratuit grâce en fait à des subventions de Numéum, de la Fondation EDF, de l'Opco Atlas notamment. Sur cette première saison qu'on a lancée en 2022, on a recruté une centaine de bénévoles partout en France. Vous voyez la carte non exhaustive à droite des bénévoles qui sont allés au bout de la formation, et ceux qui sont allés au bout de la formation dont on va parler à Agathe juste après. C'est une cinquantaine de bénévoles. On a déjà sensibilisé à date 620 collégiens, collégiennes. Depuis tout à l'heure, je vous parle des collèges et des lycées. Dans cette saison 1, on s'est intéressé davantage aux collégiens et aux collégiennes parce que c'était une nouvelle population pour nous et on ne voulait pas forcément se disperser, et aussi parce que l'atelier qu'on avait conçu était plus adapté pour les collégiens et collégiennes. A priori, c'est un programme on relance en 2023 avec 2 saisons, une saison par semestre, et on est ambitieux sur cette nouvelle saison. On a envie de former 3000 élèves au moins en 2023 partout en France. Du coup, comme l'a dit Tom, en fait, on va avoir des bénévoles qui vont être formés. On appelle ça des MOB, pour mobilisateurs ou mobilisatrices, qui vont être formés du coup pour pouvoir aller dans les établissements et surtout pouvoir avoir du coup des bénévoles partout en France et proposer ces interventions pas que en Île-de-France. Et pour ça, on va avoir pour la saison 2, en janvier-février, on va recruter les bénévoles dans des régions où on va avoir des établissements ciblés pour pouvoir faciliter après le travail de mise en relation entre les MOB et les établissements. En février-mars, ils vont avoir une formation entre 4 et 6 semaines
Je vais vous parler de l'ensemble de la formation juste après pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ensemble des informations qu'ils ont. Et en mars, avril, mai, des interventions possibles dans les collèges et les lycées. On vous parlera, on vous dira à la fin comment faire pour pouvoir demander une intervention. Et voilà. Et hop. Du coup, comment on forme nos bénévoles? Donc, dans un premier temps, la première semaine, on va leur parler de la vision de l'attitude, qui est la découverte d'une tech plus engagée et plus responsable. Comme on a pu vous dire un peu les grandes lignes, eux, ils vont pouvoir, du coup, pendant une semaine, voir un peu en détail chaque cause, chaque enjeu, quel est l'impact et comment aussi transmettre ces informations-là à des plus jeunes. La deuxième semaine, on va les former beaucoup plus à l'animation, donc comment faire, enfin, quel est l'atelier qu'ils vont devoir faire après, comment l'animer, quelles sont les bonnes techniques d'animation, comment aussi aller à la rencontre des établissements. Donc ça sera la formation la deuxième semaine. Ensuite, la formation 3 et 4, c'est des visios, des webinaires avec les membres de l'équipe pour, du coup, dans un premier temps, voir l'ensemble de l'atelier et dans un second temps, tester l'animation, mettre en pratique, se faire des petits retours, des feedbacks pour pouvoir être complètement opérationnel pour aller dans les collèges et les lycées. Voilà. Donc, pour cette formation, elle peut se faire complètement en distance pour qu'on puisse avoir du coup des bénévoles partout en France. Donc, c'est 100% en distance et c'est aussi accessible pour des personnes qui travailleraient à plein temps. On fait en sorte de pouvoir les former le soir, les former, enfin, la première et deuxième semaine, c'est en autonomie. On leur donne des contenus, mais ils peuvent le faire au moment où ils veulent avec des quiz pour vérifier les connaissances de chacun. La semaine 5, enfin la semaine, oui, semaine 5, on propose des semaines bonus en fonction des éléments qu'on a pu voir, des choses qui posent problème ou les choses où il y a besoin d'avoir des informations complémentaires. Là, par exemple, pour la saison 1 qu'on a eue, on a pu voir que certains bénévoles avaient besoin d'informations supplémentaires pour pouvoir aller en REP et REP+, ce qui est un des buts de notre atelier, c'est de pouvoir du coup, sensibiliser un plus grand nombre et ne pas discriminer les établissements. Et donc, du coup, comment aller en REP et REP+, quels sont les bons conseils, quelles sont les choses, les éléments qui peuvent être intéressants. Et pour ça, du coup, on s'est entouré d'acteurs qui connaissaient bien le terrain pour pouvoir nous donner vraiment les conseils et éviter des clichés et avoir des choses beaucoup plus pertinentes. Donc, on a pu avoir Simplon et Viens voir mon taf qui ont pu nous aider là-dessus et faire un webinaire avec nous pour que l'ensemble des bénévoles puissent poser leurs questions et repartir complètement prêts et même pour beaucoup très heureux de pouvoir aller faire des interventions un peu partout. Et ensuite, à partir du coup de cette année de mars-avril, enfin à partir de mars, pour le mois de mars, avril et mai, ils pourront faire des interventions proches de chez eux. Voilà. Ça, c'est sur les étapes de formation des mobilisateurs et mobilisatrices. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de l'atelier. Donc, l'atelier, comme l'a dit Tom, on a vraiment deux buts. C'est pouvoir parler des différents métiers et dans un deuxième temps aussi, de parler des enjeux, donc des 5 causes qu'on a. Et pour ça, en fait, on va voir le parcours, le cycle de vie d'un projet numérique. Et donc, nous, on va leur parler d'une application. Comment on crée une application, quels sont les métiers derrière. Et donc, on va pouvoir voir 5 métiers. Évidemment, dans le monde du numérique, il y a beaucoup plus de métiers que ça. Mais on a choisi 5 métiers qui correspondent à différentes compétences, et aussi toutes les étapes d'un projet. Et à travers, du coup, ce chemin d'une application, on va pouvoir voir à chaque fois un métier et un enjeu. Voilà. Donc, pour cet atelier-là, le premier métier qu'ils verront, c'est la directrice de programme. Donc, la directrice de programme, c'est celle qui va, du coup, s'occuper de choisir l'équipe. Et pour ça, on va pouvoir évoquer le sujet de la diversité dans le numérique et l'importance de choisir une équipe diversifiée pour éviter, par exemple, les biais dans les algorithmes. Et voilà. Et le deuxième métier, ça sera l'ergonome et l'UX designer. C'est le même métier, mais on a préféré le mot ergonome qui correspond plus à celui qui va faire la maquette. Et donc, à travers ce métier-là, on va parler du respect des utilisateurs et utilisatrices. Ensuite, on a deux métiers qui sont des métiers beaucoup plus techniques, des métiers pour coder. On les a résumés en développeur front-end et développeur back-end. Qui vont du coup pouvoir développer l'application et développeur front-end va faire la partie visuelle et le développeur back-end va faire en sorte que quand on clique sur un bouton, l'application sache comment répondre.
Et le dernier métier, c'est le responsable marketing et on va notamment pouvoir axer sur des questions de protection des données personnelles, donc le piratage, qu'est-ce qu'un hacker, ces questions-là. Donc à travers ces 5 métiers, ces 5 enjeux, on va avoir un peu un panel de beaucoup d'informations pour pouvoir se rendre compte de quels sont les métiers et notamment voir qu'il y a des métiers qui sont plus de la gestion de projet, des métiers qui sont plus créatifs, des métiers qui du coup nécessitent de devoir coder, d'autres métiers qui sont plus sur du marketing pour leur montrer que dans le secteur du numérique, il y a énormément de métiers possibles. Et pour un peu tous les goûts, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et leur parler un peu de tous ces métiers-là et voir s'il y a peut-être un métier qui va plus les intéresser qu'un autre. Peut-être des sujets de diversité, enfin de respecter l'humain, des enjeux aussi qui peuvent aussi plus les toucher que d'autres. Voilà, c'est un peu le but de cet atelier, c'est de faire une initiation sur énormément de sujets. Et concrètement, l'animation, comment elle se passe? Nous, on va avoir un petit livret, on va vous fournir un document avec un livret à imprimer par élève. Un livret, c'est simplement une feuille A4 recto verso qu'ils vont pouvoir plier en deux. Et du coup, ce petit livret leur permettra pendant tout l'atelier de pouvoir suivre l'évolution de l'application et de pouvoir un peu écrire leurs différentes idées, leurs différentes réflexions. On a du coup dans cet atelier des anecdotes et des chiffres impactants. Le but, c'est de pouvoir prendre conscience des enjeux sociaux et environnementaux. Et voilà. Et donc, du coup, on leur donne un peu des informations et des chiffres clés pour qu'ils se rendent compte de certains enjeux. On va avoir pas mal de discussions en sous-groupe. Et ces discussions, elles sont très importantes pour nous parce qu'elles permettent notamment de pouvoir adapter cet atelier en fonction des élèves de 6e ou des élèves de 3e. Ça sera le même atelier, mais les discussions vont pouvoir être plus ou moins approfondies en fonction de la maturité des élèves. Donc, du coup, on a volontairement mis des petits moments de discussion pour aussi les pousser du coup à prendre conscience, à décrypter les enjeux et à pouvoir discuter entre eux. Ils n'ont pas toujours les mêmes avis sur les différents sujets. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ces petites discussions entre eux. On a aussi une participation active. Le but, c'est leur demander aussi leur expérience personnelle, leur consommation du numérique, avoir un peu ces éléments-là qui, du coup, sont importants pour pouvoir se rendre compte aussi de quel est leur usage et donc de pouvoir participer activement et pas simplement avoir simplement quelque chose qu'on va leur donner des informations, mais d'avoir vraiment plutôt un échange. Et à la fin, on propose aux professeurs un kit d'acteurs et de ressources pour pouvoir continuer de travailler sur ces enjeux-là et ne pas s'arrêter à un atelier d'1 heure et demie et de pouvoir, en fonction des éléments qui ont pu intéresser les élèves, de pouvoir peut-être demander une autre intervention à quelqu'un d'autre de l'écosystème sur du cyberharcèlement, sur des enjeux de données personnelles et de pouvoir en fait continuer à creuser ces enjeux-là avec les élèves. Et je vous donne des petites informations pratiques si vous souhaitez demander une information, une prestation dans votre école. Cet atelier est gratuit. Comme vous a dit Tom, on est du coup subventionné par différents organismes pour permettre en fait de proposer cet atelier gratuit et ne pas discriminer les différents établissements. On va pouvoir du coup avoir un atelier entre 1 heure et demie et 2 heures. On a testé le 1 heure. Il est un peu court et ne permet pas assez de pouvoir rentrer vraiment dans tous les détails. Donc, on conseille 1 heure et demie ou 2 heures. Cet atelier est réalisable par groupe de 15 à 40 élèves. Donc, avec ces petits groupes où ils vont pouvoir discuter, il y a une prise par personne, ça nous permet de pouvoir en fait faire un atelier de 15 à 40 élèves sans problème. Pour 40 élèves, on vous proposera sûrement d'avoir 2 bénévoles au lieu d'un pour pouvoir plus encadrer la classe. Vous n'avez rien à préparer. On n'a ni besoin de projecteur, ni rien. On a juste besoin d'une frise, d'un petit livret par élève. Et ensuite, du coup, pour les ateliers, comme je vous ai dit, nous, on va former une nouvelle promotion de bénévoles et qui seront prêts, du coup, pour intervenir entre mars et mai 2023. Et ça, c'est pour les informations beaucoup plus factuelles. Et si vous souhaitez, du coup, une intervention, vous pouvez tout simplement utiliser le petit lien pour nous donner votre contact. Même si là, actuellement, vous n'avez peut-être pas besoin, vous pouvez nous laisser votre contact pour qu'on puisse vous recontacter et vous donner tous les éléments, notamment pour d'autres saisons. Ça permet du coup de pouvoir garder contact avec nous. Et si vous souhaitez une intervention, simplement nous donner tous les éléments et nous, on vous recontactera pour mettre ça en place. Je me permets de mettre le lien que vous voyez à l'écran dans le chat.
Donc là, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou si vous avez la moindre question ou même si vous pensez à des personnes, qui ne sont pas présentes aujourd'hui dans cet atelier et qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à nous en faire part. Il y a 3 éléments à renseigner dans le formulaire. Enfin voilà, avec Agathe, et avec l'attitude, notre objectif, nous, c'est de toucher un maximum, de sensibiliser un maximum d'élèves, et donc on démarre pour la première fois, un programme avec, ce type de public et donc on a aussi plus de difficultés à pouvoir, rentrer dans certains établissements, à avoir les bonnes personnes au bon moment et cetera. Donc n'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, donc on arrive bientôt à la fin de la saison 1. On a dépassé nos objectifs, mais on se rend compte, effectivement, que, on a du mal parfois à trouver, les bons contacts des bonnes personnes aussi pour pouvoir, proposer ces interventions. Hem On a f du coup, quand on a commencé plus tard, la 1re session, on a été plus vite, sur la deuxième. On n'avait pas commencé en retard, donc on finit un petit peu plus tôt. On avait prévu un temps d'échange et de questions, derrière. Est-ce que, vous avez des questions? Peut-être Agathe, tu peux partager aussi, le livret et ce à quoi il ressemble? C'était aussi un parti pris, de pouvoir parler du numérique, des enjeux du numérique, sans forcément avoir des outils numériques. Ça, c'est quelque chose qui était important pour nous, à plus d'un titre. Un, pour, effectivement, on parle des dangers du numérique, ça nous permettait d'être, aussi à l'aise sur le fait que le numérique n'est pas la solution à tout, tout le temps. Ça, c'est aussi important et c'est aussi, quelque chose qui appuie le fait qu'on pourrait faire cet atelier en visio, mais il n'aurait pas du tout le même impact que le fait qu'on se déplace dans les salles de classe avec, les bénévoles de la communauté. C'est aussi, on est persuadé, un moyen d'être, plus conscient de l'attention ou pas, des élèves pour pouvoir, creuser, les questions et instaurer un débat, qui est le cœur de cet atelier. Vous voyez normalement l'écran d'Agathe. Donc le livret, hein, c'est un livret, très, très simple. C'est 2 feuilles A4, qu'on replie, les unes sur les autres pour pouvoir avoir ce petit, fascicule qui nous permet de garder une trace sur les spécificités des métiers qu'on a évoqués, ou qui nous permettent d'avoir un outil de travail pendant l'atelier pour avoir des réflexions d'abord personnelles et après collectives en petits groupes avant un partage plus global, avec toute la salle de classe. Hem, Est-ce que vous aviez des questions, par rapport à ce qu'on a présenté aujourd'hui, par rapport aux ambitions de l'atelier ou aux modalités, plutôt logistiques? Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs intervenants dans la même journée ou un intervenant qui fasse plusieurs interventions dans la même journée afin de toucher à plus de classes? C'est une très bonne question, Maëlène. Ça nous est arrivé plusieurs fois, dans cette saison 1 où, il y a eu une première intervention et la responsable ou le responsable d'établissement avait voulu assister à l'atelier. On était très contents et en fait, à la suite de la première intervention, il nous a dit, «En fait, j'aimerais bien que vous formiez, tous mes quatrièmes, et potentiellement c'est, 6 ou 8 classes, derrière». Donc ça demande un peu de logistique. On essaye de faire en sorte de ne pas avoir plusieurs interventions simultanées parce que, du coup, comme on n'a pas inventé encore comment cloner notre communauté, ça veut dire qu'on doit avoir plusieurs mobs, vraiment proches de l'établissement. Mais c'est aussi possible, c'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, Agathe l'a dit, on a des interventions où on nous avait, alertés sur le fait que ça pouvait être des conditions plus difficiles ou des classes, dont on pouvait avoir du mal à capter l'attention et dans ce cas-là, on n'hésite pas à faire venir, 2 mobs, pour faire en sorte que ça reste efficace. Et donc oui, c'est arrivé plus d'une fois où dans plusieurs établissements, on en a formé, on est venu plusieurs fois, on a formé, plusieurs classes, et donc on n'hésitera pas à le faire encore une fois. Même si on a l'ambition d'être présent partout sur le territoire, l'objectif numéro un, c'est de toucher un maximum de jeunes via cet atelier, quoi. Je suis les questions. Pouvez-vous repartager le lien pour demander des informations? Agathe, je te laisse repartager le lien. Oui.
J'ai pas pu coller le lien, j'ai collé Non, un je autre l'ai. lien Hop. qui est la Il carte est des là. mobs. Il est là. Il est Ouais, juste je l'ai après. Donc, partagé j'ai sur le remis groupe. le lien. Effectivement, Agathe a partagé la carte des mobs. C'est une carte qui recense parmi les mobs qui sont allés jusqu'au bout de la formation, donc une cinquantaine, c'est ce qu'on présentait. On a demandé aussi le consentement à ceux qui souhaitaient apparaître sur cette carte pour apprendre à se connaître, pour créer des binômes de façon plus sympa aussi, ou rencontrer des mobs. Il y a des mobs qui se sont rencontrés en dehors du programme de formation, donc c'est aussi intéressant et ça nous permet aussi de communiquer sur où est-ce qu'on a des mobs. Attention, prenez pas cette carte comme fixe. L'objectif en saison 2, c'est de faire plutôt l'inverse de ce qu'on a fait dans la saison 1. On a recruté des mobs et après, on a essayé de trouver des établissements proches des mobs. Là, on va faire l'inverse, recruter d'abord des établissements et essayer de trouver des mobs près de ces établissements. Donc, si vous voyez personne près de chez vous, j'ai envie de vous dire, au contraire, foncez. Ça veut dire qu'on va combler des trous dans cette carte de France et qu'on n'aura pas des zones grises où on ne pourra pas proposer ce type d'atelier. Il faut vous contacter combien de temps avant votre intervention? Donc là, en fait, vous pouvez nous contacter dès maintenant via le petit formulaire qu'on a mis. Ça nous permettra d'avoir votre contact, de pouvoir avoir cette visibilité, de savoir que sur La Roche-sur-Yon, il y a des personnes intéressées. Comme le disait Agathe, en gros, la saison 1 n'est pas encore finie. Donc, si il y a des personnes très, très pressées et qui sont capables de mettre en place des choses très rapidement chez eux, c'est encore possible sur décembre et même un petit peu janvier. Sinon, la saison 2, en termes d'intervention, commencera en mars pour aller jusqu'à mi-mai environ. Donc, ça vous donne une idée. En général, donc, il ne faudra pas forcément avoir d'intervention en dehors de cette période-là. On peut être assez réactif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert la saison 2 en termes d'intervention, nous, comment ça se passe? On partage des créneaux d'intervention à tous les mobs qui ont été formés et eux peuvent s'inscrire ou pas derrière en fonction de leur disponibilité, de si géographiquement, c'est pas trop éloigné. Donc, plus tôt, en fait, on a connaissance de ces dates-là, mieux c'est. Vous voyez, je vous le disais, on est encore ouvert à ce que sur la saison 1, des interventions puissent se valider avant Noël ou sur début janvier. Encore une fois, l'objectif numéro 1, c'est de sensibiliser un maximum de jeunes à toutes ces questions-là et d'éveiller les consciences vers cet atelier. Sensibiliser par une prise de conscience afin d'aborder les enjeux du numérique, d'accord, mais un numérique responsable sans profit, est-ce une chimère dans une société où tout est monnayable? Ah, on passe des questions plus philosophiques. Euh, on- pour nous, c'est pas antinomique. Alors, sur le programme, oui, c'est pas quelque chose qui est payant pour les établissements. Après, chez Latitude, on n'est pas, nous, bénévoles. On fait un travail à temps plein sur le sujet et ce type de programme est rendu possible grâce aux financeurs que vous avez vus, dont Numéum est partenaire. Pour ce qu'on appelle, nous, la tech for good, ce n'est pas une tech utile à la société et gratuite. On a plutôt même l'ambition inverse. C'est comment, en fait, on va réussir à changer le paradigme pour que la tech for good attire non seulement des talents, mais aussi attire des entreprises et change les mindsets aussi dans les entreprises pour que ceux qui aujourd'hui changent les choses, proposent des alternatives et des initiatives tech for good, soient pas en fait uniquement les associations qui n'ont pas les moyens de rémunérer des acteurs de la tech à leur juste valeur, mais c'est plutôt l'inverse aujourd'hui. C'est comment on va avoir un impact systémique qui est tellement fort que ceux qui ne pensent pas un numérique responsable vont être dévalorisés par rapport aux autres. C'est un peu ça l'idée. Alors après, c'est des questions différentes. Je reprends la question de Maëlène. Pour les interventions avec des sixièmes, les élèves ont-ils bien suivi en termes de technicité? Proposez-vous des exemples filmés d'interventions par niveau, par exemple? Aujourd'hui, on n'a pas d'intervention filmée. On n'avait pas forcément eu les accords pour le faire, mais ce serait intéressant de le faire. Il faut savoir que dans le
parcours d'accompagnement des mobs, on s'est aussi appuyé sur des travaux spécifiques pour des enfants de cet âge-là, avec la diversité qu'on peut avoir effectivement d'un enfant de sixième et quelqu'un de troisième qui a pas la même expérience, n'a pas la même sensibilité. Donc là-dessus, on essaye de former les mobs par rapport à cette adaptation qu'il faut savoir faire pour adapter le discours et aller plus ou moins en profondeur. Aujourd'hui, hein, comme l'a dit Agathe, on a essayé de faire un atelier qui est basique entre guillemets en termes de technicité, mais la profondeur et la complexité de ce qu'on peut apporter vient aussi du fait des débats qu'on va pouvoir animer dans les salles de classe sur ces questions-là, pour pouvoir justement aussi adapter le niveau de technicité derrière en fonction de ce qui pourra être échangé dans la classe. Autre question, comment avez-vous créé le lien avec l'éducation nationale? Il n'est pas toujours facile de se faire connaître par notre grande maison. Je ne vous le fais pas dire. C'est effectivement, si je devais être complètement transparent, le point sur lequel on a le plus de difficultés. Aujourd'hui, c'est un programme qui sort de terre, qui n'est pas né au sein de l'éducation nationale et qui n'a pas de tampon, agrément là-dessus. Donc, forcément, ça crée des freins pour certains. La plus grande difficulté, c'est pas celle-ci pour nous, c'est toucher les bonnes personnes au bon moment et leur faire comprendre qu'un atelier d'1 heure et demie, malgré la densité des programmes que vous avez tous et toutes à tenir, peut rentrer et peut faire naître aussi des projets structurants derrière et intéressants. Aujourd'hui, on a essayé, on essaye encore de plusieurs stratégies par rapport à ça. C'est aussi pour ça qu'on est, par exemple, là aujourd'hui avec vous, de voir comment on peut toucher davantage d'enseignants que via nos premiers, deuxièmes cercles ou ceux des mobs qu'on a aussi sollicités sur ces questions-là pour trouver des portes, ouvrir des portes de l'éducation nationale près de chez eux sur un point de vue plus local. De plus en plus, on s'adosse à des partenaires de l'écosystème EdTech qui peuvent être complémentaires sur ce qu'on propose aujourd'hui. Donc, Agathe le parlait, hein, sur du cyberharcèlement, sur de la data, sur de la donnée, sur pas mal de choses, sur les réseaux sociaux, mais aussi en lien avec l'orientation et tout ce qu'on peut présenter dans les différents métiers qu'on aborde dans l'atelier. Maëlène, il y a une volonté affirmée et des moyens mis en œuvre pour amener davantage des filles au métier du numérique lors de vos interventions. Oui, complètement. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. J'étais ce matin avec une association qui s'appelle Become Tech, que vous connaissez peut-être, dont c'est l'activité numéro un, de pouvoir avoir davantage d'égalité hommes-femmes dans le numérique. Tout à l'heure, Agathe en parlait. On fait intervenir aussi des experts qui sont davantage ancrés encore sur ces questions-là lors de la formation des mobs. On a par exemple Simplon qui est venu présenter la posture à adopter pour animer des ateliers en QPV. Simplon fait aussi d'énormes efforts sur ces questions-là, sans pour l'instant à réussir à atteindre la parité dans ces écoles, mais bien au-delà des 16% que présentait Agathe. Je crois qu'on est aux alentours des 33% de femmes dans les écoles Simplon d'apprentissage du code derrière. Donc, c'est quelque chose que nous, on met en avant dans la cause diversité. On a aussi pas mal d'a priori et de clichés à casser. On le voit, hein, dans les retours d'expérience des ateliers qu'on peut mener, où pour beaucoup, et d'ailleurs beaucoup de filles, c'est tout à fait normal de ne pas avoir de femmes parce qu'elles sont à la maison à faire le ménage ou à s'occuper des enfants. Et donc, à déconstruire, c'est souvent très intéressant dans le débat, surtout quand on leur remet en tête, ou qu'on leur apprend souvent qu'il y a quelques années, au démarrage des ordinateurs, on n'avait que des femmes qui s'occupaient des ordinateurs. Et à partir du moment où on a commencé à faire de l'argent avec des ordinateurs, les hommes ont repris la main et ont laissé très peu de place aux femmes.
Donc voilà, on encourage aussi le débat dans les classes sur ces questions-là et on n'hésite pas, comme le disait Agathe, renvoyer vers d'autres acteurs qui sont des amis aussi de l'écosystème pour aller creuser ces causes quand c'est quelque chose qui a bien résonné pendant l'atelier. Désolé, je suis bavard. Y a-t-il une volonté? Non, ça, c'est ce qu'on a vu. Je crois que j'ai répondu aux autres questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions? À la limite, on peut vous remettre le lien une dernière fois pour ceux qui veulent laisser un contact. Agathe et moi, on est disponibles aussi. Je pense qu'on peut donner nos mails s'il y a des questions plus spécifiques de votre côté. N'hésitez surtout pas. Voilà, agathe@latitude.cc, tom@latitude.cc, facile. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on ne va pas vous garder absolument jusqu'à 16 heures. Ça vous permet de faire une petite pause ou d'aller chercher un petit goûter. Je vous propose qu'on s'arrête là. N'hésitez surtout pas si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous souhaitez qu'on échange. Merci à toutes et tous et j'imagine que quand on a fait le tour, vous pouvez quitter la salle et revenir dans la première salle générale pour retrouver les organisatrices de l'événement. Merci. Merci pour vos retours et vos messages. Agathe, je te propose qu'on quitte la salle aussi. J'arrête l'enregistrement. Si tu l'avais pas fait. Parfait. On se retrouve dans la grande salle?